Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Criminum. Si vous aimez les enquêtes et la criminologie, vous êtes au bon endroit, puisque chaque semaine, on va s'intéresser à une affaire criminelle et on creusera l'aspect psychologique derrière le passage à l'acte, pour tenter de l'expliquer. Pour ceux qui écoutent un podcast, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, criminum.podcast, car j'y mets des photos pertinentes pour chaque épisode. Je suis Kelly et aujourd'hui, on va se demander si l'un des protagonistes de notre histoire était sous emprise psychologique, ce qui l'aurait poussé à commettre un crime atroce. Nous sommes le 21 avril 2010. Un promeneur se balade sur les bords de Saône, dans la petite commune de Lux, proche de Chalon-sur-Saône. Soudain, son regard accroche quelque chose dans l'eau, coincé entre des branchages. On dirait un vieux drap sale et un sac plastique. Il s'approche, mais une odeur horrible s'en échappe. Ce qu'il finit par voir, c'est un corps, en état de décomposition avancée. Choqué, il prévient la police. Quand les officiers et les TIC, techniciens en identification criminelle, arrivent sur place, c'est la stupeur. Je vous épargne les détails, mais essayez d'imaginer un cadavre en putréfaction, gonflé, qui semble avoir séjourné plusieurs jours dans l'eau. La vision est insoutenable. Il n'y a aucun doute sur le caractère criminel de cette découverte. Le cadavre a été ficelé avant d'être enroulé dans le drap et sa tête est enfermée dans le sac plastique. Les TIC effectuent divers prélèvements et là, ils tombent sur une gourmette, toujours accrochée au poignet de la victime. Le cadavre a un prénom, il s'appelle Bertrand. Une autopsie est effectuée et révèle un détail horrible. Il y a de l'eau de la Saône dans les poumons de la victime, ce qui veut dire qu'elle a été jetée encore vivante dans la rivière. Des traces de coups sont présentes au niveau du crâne. Enfin, l'analyse toxicologique établit la présence d'antidépresseurs dans le sang. Mais qui est donc cet homme ? Les gendarmes n'ont qu'un prénom, Bertrand. C'est mince, mais c'est déjà mieux que rien. Ils décident de faire une rapide recherche dans leurs fichiers et tombent sur une affaire de disparition qui semble coïncider. Un certain Bertrand Touchard, 39 ans, n'a plus donné signe de vie depuis plus de 3 semaines. Bon, ça peut coller. Ils notent que sa voiture reste introuvable également et gardent la plaque en tête pour des futurs contrôles. Ensuite, ils se rendent chez lui. Peut-être a-t-il une famille qui l'attend ? Mais arrivé devant le domicile de l'homme, il n'y a personne. Il discute avec les voisins, mais personne ne sait rien. Personne ne l'a vu. L'enquête piétine. Les gendarmes entrent en contact avec la famille de ce Bertrand. Il est né en 1970 à Châteauroux. Il a 39 ans et c'est un chauffeur routier. Il est père de 3 filles, dont la plus jeune a 6 ans, mais ne vit pas avec leur mère. Il est arrivé à Chalon-sur-Saône en 2001 pour des raisons professionnelles. Bertrand est décrit comme un chic type qui aimait la vie par certains proches. Mais Karine, la mère de 2 de ses enfants, dit aussi qu'il peut se montrer agressif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne sont plus ensemble. Apparemment, il était un peu isolé et n'avait pas beaucoup d'amis. Une semaine passe sans avancer dans l'enquête. Les gendarmes n'ont aucune idée de comment attraper le meurtrier. Aucune des personnes interrogées n'a pu leur donner d'indices. Un jour, les gendarmes sont appelés pour un accident de la route sur la Nationale 6. Ils arrivent sur place et prennent connaissance de la scène. Heureusement, il n'y a pas de blessés graves. La première voiture, avec 2 femmes à bord, a percuté celle d'un homme. C'est lui qui a appelé les gendarmes. Ils effectuent un contrôle de routine, alcoolémie, papier du véhicule... Mais les 2 femmes ont un comportement étrange. Elles semblent très pressées de quitter les lieux. Bon, elles viennent de provoquer un accident, vont sûrement perdre quelques points et devoir payer une amende ainsi que les réparations. On peut comprendre qu'elles soient stressées. Les gendarmes inspectent la voiture, une vieille Renault 21. Ils relèvent la plaque et la passent dans leur fichier. Et là, le choc. La voiture n'appartient pas à l'une des 2 femmes, non, mais à un certain Bertrand Touchard, disparu depuis 1 mois et qui a été retrouvé dans la Saône il y a 1 semaine.
Les deux femmes sont placées en garde à vue, elles doivent s'expliquer. Que faisaient-elles au volant de la voiture d'un homme retrouvé mort sur les berges de Saône? Les caractères des deux femmes sont complètement opposés. L'une est imposante et farouche, l'autre est timide et effrayée. L'imposante, c'est Nathalie Châtelot. Elle est née à Autun en 1967 et est issue d'une famille de 8 enfants. Quand elle a 16 ans, elle décide de quitter le domicile familial et n'y remettra jamais les pieds. Sa mère dit que Nathalie a toujours été différente de ses 7 autres enfants, qu'elle était perturbée. Elle ne s'adresse plus la parole depuis plus de 5 mois. Nathalie a été plâtrier peintre, puis a suivi une formation de bûcheron, mais n'a apparemment pas de profession depuis plusieurs années. Du côté relationnel, Nathalie a été pendant 4 ans avec Marie-Laure, de laquelle elle est séparée depuis peu, bien que les deux femmes soient encore très proches. Marie-Laure décrit Nathalie comme une femme autoritaire, à qui on ne peut pas tenir tête. Elle raconte qu'au début, tout allait bien entre elles, mais que Nathalie est vite devenue agressive et qu'elle s'est mise à boire. Marie-Laure avait très peur d'elle. Elle raconte également que Nathalie a un réel problème avec l'argent, bien qu'elle ne travaille pas. Dans l'autre salle d'interrogatoire, l'ambiance est tout autre. Claire Garcia, c'est son nom, est fébrile. Elle est recroquevillée sur elle-même, n'arrive pas à regarder le gendarme en face. Elle se sent mal. Claire, c'est la compagne de Nathalie. Mais les deux femmes ne vivent pas ensemble. Claire a 44 ans. Elle est vendeuse en poissonnerie dans un hypermarché et mère de 2 filles. Elle s'est séparée de son mari. D'après l'enquête, il semblerait que ce soit pour acquérir de l'indépendance. D'après ses proches, toutefois, elle est calme et passive. Pour caricaturer un peu les portraits, on peut dire que Claire est une femme passive, soumise à Nathalie, une compagne violente. Si Nathalie ne bronche pas pendant la garde à vue, Claire vit très mal cet interrogatoire. Les gendarmes sentent une fragilité chez elle et s'engouffrent dans la brèche. Elle finit par avouer ce qu'il s'est passé, comment elles ont récupéré cette voiture qui ne leur appartient pas. Au pied du mur, après les confessions de Claire, Nathalie, elle aussi, finit par vider son sac. Le récit qui va suivre fait froid dans le dos. On remonte dans le temps. Nous sommes le samedi 3 avril 2010, 3 semaines avant la découverte du corps. Nathalie dit avoir appelé son ex-compagne Marie-Laure pour lui demander de quitter son appartement situé au 20 rue de Trave à Châlons pour le week-end, afin qu'elle puisse en profiter. Bien que séparée, Nathalie a gardé les clés de chez son ex-compagne. Vers 17h30, Nathalie appelle le chef de service de Claire à l'hypermarché pour la faire sortir plus tôt. L'histoire qu'elle invente pour que sa compagne quitte le boulot plus tôt est glaçante. Elle raconte qu'une des filles de Claire a fait une tentative de suicide et que Claire doit donc partir tout de suite la rejoindre. J'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut prendre une tragédie de ce genre à la légère. Donc il est 17h30. Claire quitte son boulot mais est rapidement prévenue par Nathalie que sa fille va bien. Puis elle lui donne rendez-vous à l'appartement de Marie-Laure. Un peu curieux comme situation d'être invitée chez l'ancienne compagne de son amante actuelle, mais bon. En début de soirée, elles invitent Bertrand à venir prendre l'apéritif. Elles ne le connaissent pas très bien, mais Nathalie a eu son numéro par le biais de Marie-Laure, car c'est la mère de cette dernière, assistante maternelle, qui garde une des filles de Bertrand. Bref, ce dernier, n'ayant pas beaucoup d'amis, est bien content d'être invité quelque part. Arrivé dans l'appartement, on lui propose à boire. Bertrand demande du pastis. Mais à son insu, les deux femmes broient un mélange d'antidépresseurs qu'elle dilue dans son verre avant de lui offrir. Là, les deux versions diffèrent. On va commencer par celle de Nathalie. Elle prétend qu'à son arrivée, Bertrand était déjà sous l'emprise de l'alcool et qu'après avoir bu le verre contenant les antidépresseurs, il serait tombé en se cognant la tête contre le coin du bar. Puis là, elle s'empare d'un pied de biche et le frappe violemment à la tête, avec force, plusieurs fois. Bertrand ne bouge plus. Si cette version vous a choqué, accrochez-vous, car on va maintenant discuter de celle de Claire. Pour elle, un seul verre d'antidépresseur n'a pas été suffisant pour endormir Bertrand. Elle lui en propose alors un second, toujours drogué, mais qui ne suffit pas non plus. Bertrand est un grand gaillard, son corps résiste. Perdant patience, Nathalie dit à Claire de se placer dans un coin de la pièce. Elle obéit.
Puis Nathalie met un sac plastique sur la tête de Bertrand pour l'asphyxier. On ne sait pas dans quel état était Bertrand à ce moment-là. Les médicaments avaient-ils commencé à faire effet? Sinon, est-ce qu'il s'est débattu? On ne saura jamais. Ensuite, Nathalie, comme dans sa version, attrape le pied de biche et le frappe à la tête. Elle met toute sa force pour achever le pauvre homme. Mais cela ne suffit pas. Constatant qu'il est toujours vivant, Nathalie dit à Claire « Il faut qu'on le finisse ». Puis elle enroule la ceinture d'un peignoir autour du cou de Bertrand pour l'étrangler en le suspendant à la porte de la salle de bain. Claire, elle, ne songe ni à demander pourquoi, ni à s'interposer. Pensant que leur victime est finalement décédée, après tout cet acharnement, toutes deux ligotent Bertrand et l'enroulent dans un drap. Claire part jeter les affaires de la victime, ses chaussures, son blouson, dans une poubelle à quelques rues de là. Puis elle charge le corps dans le coffre de la voiture de la victime et Claire prend le volant pour se rendre à quelques kilomètres au bord de la Saône. Les deux femmes jettent le corps à l'eau, puis rentrent tranquillement à l'appartement et continuent leur vie. Bien sûr, elles gardent la voiture et continuent de l'utiliser. Mais combien de temps ce pauvre homme a-t-il souffert? Il a été drogué, frappé avec un pied de biche, asphyxié avec un sac plastique, étranglé avec une ceinture, ligoté, balancé dans un coffre et jeté à l'eau, encore vivant. Une véritable horreur. Suite à leurs aveux, Nathalie est écrouée à Lyon et Claire à Dijon après leur mise en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. La question qu'on se pose maintenant c'est « Pourquoi ? Pourquoi avoir tendu un guet-apens à cet homme apparemment sans histoire ?» C'était clairement un assassinat. Elle récupère l'appartement pour le week-end, elle se procure des médicaments et elle place dans la pièce un pied de biche. Mais pour quelle raison avoir commis un crime aussi violent? Tout ce que Nathalie a fait subir à Bertrand, il fallait le vouloir. Ce n'était pas involontaire, c'était de la violence à l'état pur. Pour justifier son crime, Nathalie invoque un désir de vengeance suite à un viol collectif qu'elle aurait subi il y a 30 ans, mais dont aucune personne de sa famille n'a jamais entendu parler. Elle dit qu'en croisant Bertrand dans Châlons, elle a reconnu en lui l'un de ses agresseurs. Mais cette explication est invraisemblable pour deux raisons. Premièrement, si ça fait une trentaine d'années, elle avait 13 ans et Bertrand 10, donc ça ne tient pas. Deuxièmement, l'enquête démontre qu'après vérification de leur parcours de vie, ils n'ont pas pu se rencontrer à cette époque. Pour rappel, Bertrand est arrivé à Châlons, il y a 9 ans environ. Malheureusement, on n'en saura pas vraiment plus, car Nathalie est retrouvée pendue dans sa cellule, à la prison de Lyon-Corba, le 30 mai 2011. Juste avant, elle a envoyé une lettre au juge d'instruction, où elle revenait sur ses aveux concernant ce viol, et où elle évoquait sa mythomanie et son besoin d'être soignée. C'est donc seule que Claire s'assoit sur le banc des accusés. Elle est soupçonnée de complicité de meurtre et de vol de voiture. Si finalement, d'après Nathalie elle-même, le mobile du meurtre n'était pas une vengeance, qu'est-ce qui a bien pu pousser ces deux femmes à tuer cet homme? Pour commencer, il semblerait d'après les témoins au procès que Nathalie vouait une haine farouche envers les hommes, et que finalement cette haine-là était une base solide pour ensuite commettre n'importe quel crime contre n'importe quel homme. D'après Maître Guignard, l'avocat de la famille de Bertrand, le mobile serait en plus de cette haine, la jalousie. Il semblerait d'après l'enquête qu'un certain Bébert des Aubépins, donc Bertrand, Bébert, et c'est en plus dans ce quartier-là qu'il habitait, était très entreprenant avec Claire, selon la fille de celle-ci. Cette thèse est démentie par Claire, mais l'idée laisse un gros doute, surtout qu'on ne voit pas pourquoi sa fille mentirait. Mais d'après Claire, toute cette affaire sordide avait un seul but, le vol de la voiture de Bertrand. Elles ont ôté la vie de cet homme pour lui voler sa voiture. Vraiment, vous allez voir, l'explication est lunaire. Donc d'après Claire, Nathalie voulait récupérer un fauteuil qu'elle a trouvé dans une maison abandonnée, mais pour le transporter, il lui fallait une voiture. Celle de Claire était en panne, alors Nathalie a dû trouver une autre solution. Finalement, Nathalie aurait décidé de jeter son dévolu sur Bertrand, qu'elle connaissait de vue puisque, comme je l'expliquais, la mère de Marie-Laure, son ex-amante, gardait la plus jeune des filles de l'homme. En plus, Nathalie venait de le recroiser en ville. Et donc, on se pose la question, pourquoi ne pas lui avoir simplement demandé de l'aide? Ce à quoi Claire répond, je cite, «
parce qu'il aurait pu dénoncer notre liaison à Marie-Laure. Alors, est-ce que cette explication tient vraiment, alors que, de 1, Nathalie aurait pu y aller seule avec Bertrand, sans impliquer Claire, donc lui-même n'aurait pas pu savoir qu'elles étaient en couple. Et de 2, dans la mesure où Marie-Laure était son ex-compagne, était-ce si grave qu'elle apprenne que Nathalie avait une nouvelle relation ? Pour finir, ce meurtre serait en fait un meurtre crapuleux. Tous les témoins au procès ont mis en avant l'obsession de Nathalie pour l'argent. D'après eux, elle n'en avait jamais assez, alors même qu'elle ne travaillait pas. Donc là, elle se serait dit jackpot, un fauteuil et une voiture gratos, ça me va. Surtout que le pire, c'est que Nathalie avait l'habitude de droguer des hommes, parfois même de sa propre famille, pour leur piquer leur carte bleue ou leur liquide. Pour en revenir à Claire, sa défense, c'est de tout mettre sur le dos de Nathalie. Les absents ont toujours tort. Elle ne nie pas son assistance dans le meurtre, mais elle se présente elle aussi comme une victime de Nathalie, du fait notamment que, d'après elle, Nathalie était alcoolique et souffrait de troubles psychologiques, que Claire était trop effrayée pour pouvoir arrêter sa compagne, voire même qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'un homme était en train de mourir devant elle, qu'elle était sous emprise irrationnelle, que Nathalie était son gourou et qu'elle-même n'était qu'une disciple contrainte à lui obéir. Donc faisons un petit aparté sur l'emprise psychologique. Le mot emprise vient du latin impredere, signifiant saisir, physiquement ou par l'esprit. Dans le code pénal, on ne parle pas d'emprise, mais de suggestion psychologique reliée à l'abus de faiblesse. Et c'est donc seulement dans l'article 223-15-2, alinéa 1er, qui définit le délit d'abus de faiblesse, qu'on va retrouver les 3 conditions cumulatives d'une emprise. Premièrement, une victime placée en état de suggestion psychologique ou physique. Deuxièmement, un auteur qui exerce une manipulation mentale et qui doit se matérialiser par des pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer le jugement. Troisièmement, un résultat. Il faut que la personne assujettie commette un acte ou une abstention gravement préjudiciable. Alors, est-ce que Claire était sous emprise ou non ? Difficile à dire. Apparemment, les 2 femmes étaient ensemble depuis 3 mois et ne vivaient pas sous le même toit. Est-ce que dans ces conditions, on peut finir sous emprise ? Peut-être, je ne sais pas. D'après ce qu'on sait, grâce aux aveux de Claire, Nathalie lui a demandé de se mettre dans le coin, d'aller jeter les affaires de Bertrand, de prendre le volant car elle ne conduisait pas. Elle dit elle-même qu'elle ne l'a pas menacée. Donc, il y a-t-il vraiment eu des pressions graves ? Encore une fois, on ne sait pas. C'est l'expert psychiatre au procès qui va plus ou moins nous donner une réponse. Il dit, je cite, « L'emprise de la frustre Nathalie, très autoritaire sur Claire, mère de famille, en mal de confiance, est possible, mais pas toujours cohérente. » On sait, d'après divers témoignages, notamment celui de Marie-Laure, l'ex-compagne, que Nathalie pouvait être agressive mentalement, autoritaire, et qu'on ne pouvait pas lui tenir tête. D'ailleurs, elle dira, je cite, « Je pense que Claire n'a pas eu le choix. Elle n'est pas méchante, elle a dû être harcelée moralement par Nathalie. » Mais Maître Rod, le procureur, est bien moins crédule sur l'envoûtement de l'accusée. Il dit, je cite, « Elle ne vivait pas avec Nathalie. Elle travaillait et elle a su quitter son mari, ses enfants pour son indépendance, mais pas pour empêcher l'exécution de Bertrand Touchard. » C'est vrai que dans la mesure où elles n'habitaient pas ensemble, on peut se dire que les pressions psychologiques quotidiennes étaient moindres, même si pas forcément inexistantes. Après, peut-être que Claire était soumise à des pressions physiques, comme le stipule l'article du code pénal que j'ai évoqué précédemment. Il est vrai que d'après les témoins, Nathalie avait un physique de bûcheron et qu'elle pouvait impressionner. Dans tous les cas, c'est Maître Ravassandre, avocate de la partie civile, qui résume sans doute le mieux la situation. Bertrand Touchard n'a pas été tué par vous, mais c'est votre lâcheté qui l'a privé d'une chance d'être sauvé. Le 23 mai 2012, Claire Garcia est reconnue coupable de complicité de meurtre et de vol en réunion. Le jury est allé plus loin que la peine requise en la condamnant à 12 ans de réclusion criminelle. Elle n'a pas fait appel.